Salut, c'est moi. Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo, bienvenue sur la chaîne si vous la découvrez. Le premier épisode vous avait bien plu, donc voici une nouvelle édition de... Petit avant-propos, ici on ne parle pas des méchants, charismatiques et badass, non, on parle des héros, des personnages qu'on aime et qui ne sont pas, du coup, censés être de grosses raclures. Deuxième avant-propos, le but n'est pas de dire qu'il faudrait absolument détester ces personnages, moi-même il y en a plein que j'aime, le but c'est juste de se dire que s'ils existaient dans la vraie vie, en fait, on les voudrait mais alors très loin de nous. Dernier avant-propos, je vais décrire les personnages et leur arc narratif, donc si vous ne voulez pas être spoilé, je vous ai mis un petit sommaire en barre de description vous permettant de passer directement au personnage suivant, il n'y a pas de quoi. Commençons comme la vidéo précédente par parler d'un personnage de Big Bang Theory. On a déjà parlé de Sheldon, mais Penny aussi elle en tient une couche. Au début de la série, elle est le cliché de la fille sexy qui n'a pas grand chose dans la tête et qui profite que ses voisins geeks soient hyper contents qu'elle daigne leur adresser la parole pour avoir connexion internet, bouffe et coup de main gratos en permanence. Elle profite clairement d'eux. De plus, malgré le fait qu'elle traîne beaucoup avec la bande, elle les rabaisse beaucoup. Et même si, oui, elle sort avec Leonard Hofstadter après, même quand elle est en couple avec lui, elle le dénigre tout le temps. And this? And these? Is this all stuff you want me to try on? No, this is stuff I want you to throw out. Comme si elle lui faisait une fleur par le simple fait qu'elle sorte avec lui. Et ne parlons pas de sa relation avec Amy. Alors oui, Amy est hyper cringe avec Penny, c'est un fait. Mais pareil, on dirait que l'amitié de Penny envers Amy est un cadeau qu'elle lui fait. Elle bitch tout le temps dans son dos. Vraiment, mais en fait, finalement, Penny, elle fait quoi pour les autres Heureusement, son personnage évolue. Les showrunners se sont aperçus qu'un énième personnage de blondasse fadasse, c'était pas très intéressant et que c'était plutôt cool de creuser un petit peu. Alors petit à petit, elle se met à rendre des services, surtout à Sheldon d'ailleurs qui est encore plus casse-couille qu'elle, et elle devient plus sympa. Malgré le fait qu'elle développe quand même une véritable passion pour le pinard et que c'est traité de manière très humoristique. On passe à un autre personnage de Big Bang Theory, comme ça on en aura fini. Howard. J'aime bien ce personnage, il est souvent drôle et souvent attachant. Mais dans la vraie vie, c'est quand même un méga beauf. Avant d'être avec Bernadette, il est obsédé par les meufs. C'est un stalker en puissance, il fait régulièrement des réflexions très problématiques, il est pervers, il est sexiste, il est macho, et le gars critique tout le temps sa mère alors qu'il vit à ses crochets. D'ailleurs, il passera directement de ses crochets à ceux de Bernadette, puisque quand il se marie avec elle, vraiment, elle s'occupe de toutes les tâches ménagères. Il en branle pas une, c'est elle qui fait tout, y compris s'occuper de la mère d'Howard. Alors heureusement, plus les saisons avancent, plus il prend en maturité, mais ça reste quand même très loin d'être un modèle. Dans la vraie vie, ce serait vraiment un mec méga toxique pour n'importe quelle meuf. Enchanté, mademoiselle. Howard Wolowitz. On est donc bien content que ce soit de la fiction parce que, comme le veut le théorème qu'on a développé dans la précédente vidéo, tant que les personnages très toxiques sont soit très BG, soit drôles et charismatiques, ça passe! D'ailleurs, excellent exemple de ça dans Les Frères Scott, avec le personnage de Dan Scott, le père. Lui, c'est un immonde bâtard, et si ça avait été dans une série plus humoristique, ou s'il avait été super BG, avec des punchlines et tout, on aurait adoré le personnage, comme on aime le père de Robin dans How I Met Your Mother, ou Stannis Lannister dans Game of Thrones, mais comme lui, il est ni charismatique, ni BG, ni drôle, eh ben personne peut le blairer. Parenthèse fermée. En parlant de Game of Thrones, personnage suivant, Daenerys Targaryen. Oui, je sais, dans Game of Thrones, il y a plein de personnages qu'on aime alors que c'est des gros bâtards. Mais Daenerys, c'est différent. Elle est vue par beaucoup de gens comme une héroïne qui finit folle. Elle n'est pas vue comme une méchante par la plupart du grand public. Bon, en grande partie parce qu'elle est bonasse, comme le veut notre désormais fameux théorème. Donc, Daenerys. Effectivement, dans le premier épisode, elle en prend plein la tronche et on la voit comme une victime.
Déjà parce qu'elle l'est, hein, elle est vendue à Khal Drogo comme une poule et vit donc une nuit de noces particulièrement traumatisante puisque non consentie. Et en plus, elle est mise en parallèle avec Viserys, son frère, qui, en plus d'être un gros teubé, est un fils de flûte de première catégorie. Donc évidemment, si on les met à côté, Dany, c'est un petit agneau. Alors que il y a déjà en place les graines de l'énorme melon qu'elle va développer, puisqu'on lui rentre dans la tête que elle et son frère sont les légitimes successeurs de Westeros. Résultat, quand son frère crève de manière très satisfaisante et qu'elle tombe finalement amoureuse du gros bourrin qui lui sert de mari, comme c'est pratique, elle est désormais élevée au rang de Khaleesi et le boulard est déjà monstrueux. Alors que, rappelons-le, le royaume dont elle s'estime légitime souveraine, elle y a quasiment jamais mis les pieds, hein. Elle serait légitime seulement parce que son daron, qui était un fou furieux, v'là le dictateur, v'là le gars qui tue des gens juste par plaisir, était roi. Et elle pourrait se contenter d'être la reine du royaume qu'elle a déjà libéré, avec tous les esclaves qu'elle a affranchis et un peuple qui l'estime déjà légitime, mais non, Dany, elle veut le trône de fer. En stratégie, elle est nulle et il y a un bon paquet de fois où elle aurait pu prendre des décisions qui mènent plutôt vers la paix et à moins de guerres et de morts possibles, mais non, parce qu'elle se sent invincible avec ses dragons, ce qui lui laisse le champ libre de développer un ego surdimensionné et une folie meurtrière. Alors oui, on se rend à l'évidence que, comme l'avait prédit Varys, quand un Targaryen naît, on joue à pile ou face, parce que, à coucher avec son tonton, on engendre des dégénérés. Et Daenerys n'a pas tardé à le prouver. Dès que Jon devient un rival pour le trône de fer, elle boude de ouf et elle devient complètement parano. Alors oui, il lui arrive des choses difficiles, elle se fait trahir plusieurs fois et elle perd son mari et sa meilleure amie. Mais comme tout le monde dans la série, Dany, tout le monde a subi des pertes, tout le monde s'est fait trahir, mais c'est pas tout le monde qui décide de cramer une ville entière par vengeance. Dracarys. Bref, Daenerys n'est pas cool, elle finit par être tellement aigrie, Lago, qu'elle crame des innocents gratos, donc non, le jury a délibéré, Daenerys est une connasse. Personnage suivant qui va peut-être briser une partie de votre enfance, Albus Perceval, Ulfric, Brian, Dumbledore. J'adore l'univers d'Harry Potter et j'ai chialé comme une grosse larve quand il est mort, mais laissez-moi expliquer mon propos. Déjà, on est sur de l'abandon de bébés dans une famille de tarés. Et c'est des sorciers, hein, n'allez pas me dire qu'on pouvait pas prendre 2 jours pour vérifier qu'on n'avait pas placé le bébé dans une famille d'arriérés. Ensuite, il favorise tellement Gryffondor qu'il en devient injuste avec les autres maisons, hein, parce que Gryffondor gagne tout le temps, simplement parce qu'il suffit qu'Harry se mouche proprement pour que Dumbledore applaudisse. Mais ne croyez pas que c'est parce qu'Harry est réellement le chouchou, non! Que nenni! C'est tout simplement parce qu'il est gardé au chaud en attendant d'être sacrifié au bon moment. Parce que Dumbledore sait pertinemment que pour que Voldemort meure, il faut sacrifier Harry. C'est comme un cochon pâte gras, on lui fait écouter du Mozart, on le masse et un beau jour, quick! Oui, parce que je vais pas rentrer dans tous les détails, mais il aurait pu éviter des grosses galères à tout le monde plusieurs fois. Mais non! Il faut qu'Harry découvre ça par lui-même, quitte à ce qu'il développe des traumatismes. Y compris lui cacher pourquoi Voldemort ne peut pas mourir. À cause des Horcruxes, qu'il faut détruire. Et toi, Harry, tu es un Horcrux, tu vas donc devoir mourir. Alors oui, Dumbledore s'attache à Harry et c'est même tout le problème de son plan génialissime. Bon, enfin, si le plan de base, c'est d'élever un enfant comme du bétail à sacrifier, on peut quand même se demander si on n'est pas sur du salopard modèle 3e âge. Vous l'avez élevé comme un porc destiné à l'abattoir. ne me dites pas que vous avez fini par avoir de l'affection pour lui. Assez parlé de Dumbledore, finissons avec the last but not the least, Jake Sully de Avatar The Way of Water. Déjà dans le premier Avatar, Jake était pas super aimable. Il était arrogant, méprisant et un peu égoïste. Dans Avatar 2, c'est encore pire. Déjà, il faut le dire, j'ai trouvé que les personnages étaient assez stéréotypés. Ils ont un arc narratif assez linéaire, et il y en a même qui sont mis de côté, comme Neytiri, qui ne devient qu'une mère guidée par ses émotions et soumise au bon vouloir de son mari. Mais parlons donc de Jake, qui est devenu un mauvais stratège, un mauvais mari et un mauvais père. Ça fait beaucoup pour une seule personne, hein. Il décide de ce qui est bon pour sa famille,
et pour son peuple. Il se barre quand même de la forêt en disant oh, « De toute façon, les humains, c'est moi qu'ils veulent tuer !» Il abandonne donc son peuple et arrache sa famille à ses racines, comme si les humains n'allaient pas continuer à essayer de bolosser les navis dans la forêt. Mais enfin, il est guidé par une seule chose tout le long du film « Je dois protéger ma famille !» Mais une question m'a taraudé pendant 3 heures. Si c'est ça qui t'embête, pourquoi à aucun moment tu te dis que tu vas aller te livrer, quitte à te sacrifier pour ta famille? Parce que même Harry Potter à 17 ans, il se fait cette réflexion. Hein. Toi, t'y penses à 10 minutes de la fin. Le mec préfère abandonner son peuple, expatrier sa famille, mettre son nouveau peuple et des créatures marines magiques en danger, plutôt que cette éventualité lui passe par la tête. Ouais, c'est peut-être un peu à lâche. Et enfin, le plus grave, c'est un super mauvais père. De A à Z, il est patriarcal de ouf. Il rabaisse et est injuste constamment avec son deuxième fils. Il accuse le plus grand de fautes qu'il n'a pas commises, sous prétexte de responsabilité de grand frère. On a envie de dire « Et ta responsabilité de père, on en fait quoi ?» Mais enfin bon, passons. Il préfère laisser ses enfants se faire humilier par les gosses du peuple de l'océan que de leur rendre justice, parce qu'il flippe de se faire chasser. On est toujours sur le principe du lâche, hein? Alors oui, je sais, c'est un militaire, donc des formations professionnelles, il traite sa famille comme des soldats, mais c'est pas une excuse en fait. Il emmène ses fils en mission et les empêche de prendre n'importe quel type d'initiative. Et du coup, comme n'importe quel enfant recherchant une approbation d'un père difficile, ils vont tout faire pour que leur père soit fier d'eux ou les considère. Et du coup, ils vont faire des conneries parce que c'est des enfants en recherche de reconnaissance paternelle. Parce que leur père est un gros con. Il dit des choses super dures à Loak. Il le traite de menteur, il lui dit qu'il est déçu de lui, et même lors de la mort de l'aîné, il le fait culpabiliser. C'est quel genre de connard ? Et il ne pardonnera à Loak et ne le considérera vraiment qu'une fois que ce dernier lui aura sauvé la vie. Et on peut aussi parler de Spider, hein, l'humain que Jake compare allègrement à un animal de compagnie au début du film. Spider qui va aider la famille en permanence. Il va se mettre en danger alors qu'il a un arc narratif très dur à gérer pour un mec aussi jeune. Et Jake ne le considérera qu'à la fin comme remplaçant de son fils décédé. Sinon, il s'en bat les steaks tout le film. Et ce n'est pas un passage de flambeau ou autre, hein. On a sa voix off et le film finit par un gros plan sur lui. C'est lui qui reste le personnage principal. Et à la fin, il n'a pas changé d'attitude. Il s'est adouci parce que tout est bien qui finit plus ou moins bien, mais il ne s'est pas du tout remis en question. Donc j'ai eu beaucoup de mal à suivre le film avec lui en perso principal. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Avec politesse et bienveillance, évidemment. Vous avez complètement le droit de ne pas être d'accord avec moi, hein. C'est le principe du truc, c'est subjectif. Et en plus, je donne mon avis avec humour, donc ne le prenez pas personnellement. N'hésitez pas du coup à me dire ce que vous en avez pensé. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la partager, à la liker, c'est très important pour la chaîne. Je vous fais des gros bisous, je vous dis à mardi dans 2 semaines. N'oubliez pas de rêver et je vous souhaite une bonne fucking journée.